bonjour. Merci pour votre présence très fournie sur un sujet qui justifie le S du titre de invité d'honneur du Festival international de géographie, le S à Europe, car en effet, nous allons aborder les rapports entre l'Union européenne et la Russie. Et nous posons la question, l'Union européenne peut-elle envisager et construire son avenir sans la Russie, comme c'est le cas encore aujourd'hui? Alors, nous avons des personnalités prestigieuses pour cette table ronde. La table ronde sera suivie naturellement, et je pense qu'elles seront nombreuses, d'une série de questions. Nous réserverons 20 minutes, 25 minutes aux questions après les interventions des différents orateurs. Sylvie Berman, diplomate, a été ambassadeur de France à Moscou. Elle a été également ambassadeur de France à Pékin. Ce n'est pas indifférent car les relations entre les deux pays, comme le montrera une autre carte que celle-ci, sont très évidemment renouvelées, surtout depuis quelques années. Nous sommes heureux de l'accueillir. Jean-Dominique Merchet, journaliste, est empêché au dernier moment, il n'a pas pu venir et nous avons eu la joie d'accueillir un figueur de toujours, depuis le premier FIG, Michel Fouché, qui s'est déjà adressé à vous hier, et Michel Fouché, que vous connaissez bien comme le spécialiste de la définition des frontières. Et là, comme il s'agit de définir jusqu'où va l'Europe, cela sera intéressant de l'écouter. Et nous avons également le plaisir d'accueillir Jean-Sylvestre Montgrenier, qui est docteur en géopolitique, agrégé de géographie, et qui s'intéresse plus particulièrement également à la Russie. Alors, une petite introduction. Je dirais en quelques mots, peut-être un peu anecdotiques, la Russie fait son irruption assez tôt en Europe par l'intermédiaire d'une reine. Sait-on que Anne de Kiev, reine de France, qui, comme son nom l'indique, venait de Russie, de l'Ukraine plus exactement, Anne de Kiev a été l'épouse du deuxième Capétien, je crois, qui devait s'appeler Henri Ier, donc le successeur de Hugues Capet. Une reine, une visite, celle de Pierre Ier de Russie au début du XVIIIe siècle, qui, voulant moderniser son pays, a visité l'Europe et notamment est venu en France et a brandi dans ses bras le futur Louis XV, qui était très jeune à l'époque, et nous étions sous la Régence. Une reine, une visite, une rencontre célèbre, Tilsit, 1807, entre Alexandre Ier de Russie et Napoléon, qui cherche à faire la paix, les accords de Tilsit, qui cherchera même à avoir une impératrice, sa femme, issue des rangs des dynasties russes, qui n'y parviendra pas. Et puis des guerres, la guerre de Crimée, dans lesquelles les deux pays et d'autres ont été impliqués. Et évidemment les deux guerres mondiales, l'alliance franco-russe avant la Première Guerre mondiale, et les sacrifices considérables en hommes et en destruction de toutes sortes de la Russie, dans ce qu'elle appelle la Grande Guerre patriotique, c'est-à-dire la deuxième Guerre mondiale, avec 24 millions de morts russes, le pays le plus touché par la perte. Et donc, c'est ce dernier point qui me fournit ma petite entrée dans l'introduction. Les Russes rappellent très souvent les sacrifices qu'ils ont consentis dans cette guerre pour libérer l'Europe du fascisme et du nazisme. Et me conduit aussi à dire que très souvent, dans ce que nous allons dire aujourd'hui, il faudra avoir conscience de l'énorme cicatrice que ces événements ont laissé, du souvenir que la Russie a d'elle-même et de la conception qu'elle a d'elle-même
Les Russes ont une conception très forte de leur importance dans le monde, de l'importance de leur immense pays. On parlera aussi certainement de l'économie russe et du territoire russe, des richesses minérales, du bois, évidemment de l'économie pétrolière et gazière qui définit beaucoup la Russie économique d'aujourd'hui. Mais les Russes ont un sentiment national très fort et un sentiment de leur intérêt national. C'est Churchill qui définissait un peu la Russie d'abord par cette conscience très aiguë, très populaire de l'intérêt national. Et on se souviendra que aujourd'hui, la politique russe, avec Poutine aujourd'hui, avec ses prédécesseurs, et surtout depuis l'effondrement qui a suivi le régime de Gorbatchev et le mur de Berlin, la Russie veut récupérer une crédibilité internationale, une respectabilité internationale, et elle se sent, depuis la fin de l'URSS, et malgré la création de la CEI, la Communauté des États indépendants, elle se sent un peu déclassée. C'est pas forcément le cas, mais elle a une sorte, ce n'est pas péjoratif ce que je vais dire, de complexe, de déclassement, parfois même d'humiliation, et sa réaction vive, épidermique, à l'égard de l'OTAN, à l'égard de l'adhésion de certains pays d'Europe centrale et orientale à l'OTAN, ou de la velléité d'y adhérer, réagit toujours très fortement en Russie. Et puis le rapport de la Russie avec ce que Hubert Védrine a appelé les superpuissances, la superpuissance des États-Unis, est évidemment là pour nous rappeler. Alors la Russie, c'est aussi, il faut le dire, une armée conséquente, des sacrifices budgétaires très importants consentis à la modernisation d'une armée qui n'est pas toujours d'ailleurs très moderne, mais dont Poutine vient de nous dire très récemment qu'elle disposait d'avions et de fusées ultrasoniques, je ne sais plus, hypersoniques, d'armes dites défensives, mais qui sont terrifiantes par leur puissance, de sous-marins qui disposent de torpilles particulières qui naviguent à 140 à l'heure et qui sont extrêmement inévitables par les navires ennemis. Le hard power militaire russe est une réalité dans notre réflexion et ainsi que le soft power qui a été, puisque nous rentrons dans une période électorale en France, soft power de l'influence russe sur les élections de différents pays, y compris aux États-Unis d'Amérique. On a beaucoup glosé sur ce qui s'était passé aux dernières élections américaines et aux précédentes. Donc hard power, soft power, la Russie est souvent décrite comme mystérieuse, menaçante, et toutes les tentatives qui ont été faites, et je termine sur ce point, sont des tentatives de régulation de la sécurité collective. Elles sont obligées, malgré l'attitude très souvent maladroite des États-Unis à l'égard de ce pays, maladroite au cours des 15 ou 20 dernières années, et qui a consisté à cantonner un peu la Russie un peu en dehors du concert des nations. Elle était d'abord membre du G8, puis elle est sortie d'un G8 qui est devenu G7, à la suite d'événements internationaux, de guerres provoqués, les fameux conflits multiples, gelés ou non, sur la frange ouest de sa zone d'influence, ont fait que on se méfie aujourd'hui de la Russie. On voit Poutine qui, peut-être à cause de difficultés politiques intérieures, a tendance à durcir l'aspect nationaliste de sa position. On voit aussi l'importance immense de l'économie gazière et pétrolière de la Russie, qui a fait que les sanctions prises à l'égard de ce pays à la suite de l'affaire du Donbass et de l'Ukraine, donc, ont porté bien sûr sur des oligarques qui sont interdits de séjour, d'opérations et bancaires diverses par les Occidentaux, mais aussi ont porté sur des sanctions économiques à l'égard des grandes sociétés gazières et pétrolières russes.
Et donc, dans un monde compliqué, dans cette Europe qui devrait aller de l'Atlantique à l'Oural lors du voyage du général de Gaulle, où il a parlé devant des soviétiques de la Russie de toujours, et où il a évoqué le rôle central, selon lui, de ce pays dans la construction européenne. Depuis, les vicissitudes de l'histoire, l'effondrement du mur de Berlin ont fait que la Russie a beaucoup changé, comme l'Europe d'ailleurs a beaucoup changé. L'Europe à 15 avait une attitude différente de l'Europe à 27 vis-à-vis de la Russie. Et les pays d'Europe centrale et orientale, notamment la Pologne, les États baltes, mais peut-être aussi, encore que ce soit un peu différent à cause de la religion, la Bulgarie ou la Roumanie sont des pays qui ont un rapport spécifique à la Russie qui n'est pas exactement le même, même qui est assez différent de celui que peut avoir la France ou des pays d'Europe occidentale plus anciennement intégrés à l'Union européenne. Nous allons parler de tout cela en sachant que, c'est le dernier mot, la Russie pèse d'un poids économique relativement modeste dans le concert des nations. Elle a une puissance, une image, une évocation très forte, très mondiale, vraiment une évocation de puissance, mais son PIB est à peu près égal à celui de l'Italie et son économie, outre des avancées technologiques très fortes dans le domaine militaire, dans le domaine peut-être de l'informatique militaire également, et dans le domaine pétrolier et gazier, dans le domaine chimique et l'extraction des métaux, outre ces quelques points de force, peine à dégager une économie moderne fondée sur l'innovation, la propriété intellectuelle, la bataille mondiale des brevets. Toutefois, le vaccin Sputnik, qui a été refusé par l'Union européenne, a prouvé son efficacité. Et je connais certains Français qui se sont fait vacciner par Sputnik parce qu'ils fréquentaient beaucoup la Russie et qui sont, paraît-il, certainement même très bien protégés. Donc, vous voyez, dans le domaine biomédical, la Russie existe, sa recherche existe, même si elle n'est pas à la pointe comparable avec l'effort évidemment américain, européen ou même évidemment chinois. Alors, pour commencer peut-être, après ce rapide paysage, non, je vous lis une petite note de détente sur les 2000 mots français, nous en parlions à l'instant, les 2000 mots français d'origine française qui fleurissent dans la langue russe. On trouve dans la langue russe bracelet, crème, parfum, cosmética, manicure, costume, gilet, tricot, Tujurka, qui est un vêtement de tous les jours. On a bistrot, dépêche-toi, serre-moi vite. On a aussi coulisses, acteurs, dialogue, personnage, entracte, bouffette. Bon, ça concerne beaucoup la parfumerie et la bouffe, mais, donc ça nous caractérise bien. En fait, il faut dire les liens linguistiques aussi qui nous lient à cette belle nation, que personnellement j'aime beaucoup. Une petite note avant de vous donner la parole, chère ambassadrice. J'ai beaucoup fréquenté la Russie parce que j'ai des enfants qui y habitaient encore jusqu'à très récemment. Et j'ai trouvé que la ville de Moscou, c'est d'ailleurs l'opinion également de Jean-Pierre Chevènement, qui a été notre ambassadeur extraordinaire pendant plusieurs années, est une ville magnifique, que vraiment une des plus belles capitales européennes. Ça dit tout de suite l'orientation que je voudrais donner à notre débat. Une belle capitale européenne qui se sent... Je me suis senti profondément européen par la liaison artistique avec l'art baroque qui existe à Moscou, qui est extrêmement développé, malgré la destruction de 11 églises magnifiques par Staline autour du Kremlin dans les années 38-39. L'art baroque est un peu de Londres à Moscou, et même peut-être plus loin, jusqu'à peut-être Vladimir, qui est une ville à l'est de Moscou. Eh bien, on sent qu'on est dans le même mouvement, même si ce n'est pas exactement les mêmes religions, on est dans le même mouvement artistique, et il y a une sorte d'unité artistique qui fait que l'Europe est un peu un tout à cet égard. Voilà, j'aurais dit ma petite note personnelle vis-à-vis de ce beau pays, et je passe la parole à Sylvie Berman pour nous donner le fruit de sa réflexion
ayant été ambassadeur à Moscou dans des moments un peu difficiles parfois de la relation franco-russe, elle peut avoir une vision que je lui demande de bien vouloir nous exprimer. Merci beaucoup. Je crois que la relation à la Russie illustre parfaitement les disparités de la politique étrangère commune, et d'ailleurs non pas unique, parce qu'il est très difficile d'avoir des points de vue communs. Ça s'est renforcé au moment de l'élargissement. Il était question à l'époque d'une stratégie de l'Union européenne vis-à-vis de la Russie. Et d'ailleurs, le haut représentant de l'époque, Javier Solana, était allé à Sotchi et avait vu Vladimir Poutine. On avait travaillé aussi sur ce qu'on appelait les 4 espaces communs, bon, économiques, culturels, sécurité, et technologiques, je crois, je me souviens pas vraiment. Tout ça a été arrêté le jour même de l'élargissement. J'étais à l'époque ambassadeur au comité politique et de sécurité de l'Union européenne. Et quand cette proposition a été faite, les partenaires de l'Europe de l'Est ont dit mais il n'est pas question d'avoir une stratégie vis-à-vis de la Russie. La Russie est un ennemi, la Russie est une menace. Alors on peut comprendre effectivement les traumatismes de l'histoire, mais la réalité est que depuis jusque-là, nous n'avons jamais eu, en tant qu'Européens, de véritable politique vis-à-vis de la Russie. Évidemment, l'intervention russe au Donbass et l'annexion de la Crimée a encore crispé les choses. À la suite de ça, il y a eu un certain nombre de sanctions qui ont été édictées et qui sont une condition d'une reprise normale des relations avec la Russie. Le problème des sanctions, c'est que c'est souvent une réaction purement émotive, souvent pour faire plaisir à des opinions publiques, mais qui ne règle pas la question. Il y a d'ailleurs aujourd'hui plus de 1000 sanctions américaines qui touchent la Russie, et à chaque fois qu'ils ont un motif de mécontentement, ils rajoutent d'autres sanctions. Ça n'a pas fait bouger la Russie. Au départ, l'outil des sanctions sert non pas à punir, non pas à faire plaisir à nos opinions publiques, mais normalement à ramener à la table de négociation. C'est l'inverse qui s'est passé, parce qu'en réalité, que ce soit les oligarques ou les opinions publiques, elles ont eu une réaction nationaliste et resserrent les liens plutôt autour de leurs dirigeants. Et elles sont aussi contre-productives, bien évidemment, pour nos entreprises, puisque, par exemple, les entreprises dans le domaine de l'agroalimentaire, le fromage, le lait, ont tout perdu du jour au lendemain, puisqu'il y a eu des contre-sanctions éditées par Poutine, qu'entre-temps, un secteur agroalimentaire russe s'est développé et que la Russie est devenue exportatrice. Alors de blé, c'est assez traditionnel. Elle commence à l'être dans le domaine du lait et plus tard des fromages. Donc c'est un outil qui est très difficile à manier, et surtout une fois qu'on a adopté des sanctions, on ne sait plus comment en sortir. Donc la condition principale, c'est le règlement de conflit dans le Donbass, c'est le processus de Minsk qui est organisé à la fois dans le cadre de ce qu'on a appelé le format Normandie à très haut niveau, avec le président de la République française, la chancelière allemande et les 2 présidents ukrainiens et russes. Et puis, d'autre part, sous l'égide de l'OSCE, il y a des négociations tripartites qui se poursuivent et qui se poursuivent également avec les séparatistes. Pour le moment, les choses ont peu évolué, sauf au sommet de Paris, où des décisions importantes étaient intervenues, comme la libération des prisonniers, un cessez-le-feu qui a duré plusieurs mois, 8 mois. Alors, il y a eu 13 000 morts dans ce conflit. Aujourd'hui, vous avez encore quelques morts, mais ce n'est pas un conflit chaud. Ça sera peut-être d'ailleurs un conflit gelé. Je ne sais pas si on peut le qualifier ainsi aujourd'hui. Mais c'est une des conditions de reprise normale avec la Russie. Le problème, c'est que ce n'est pas uniquement la Russie qui doit mettre en œuvre le processus de Minsk, c'est aussi l'Ukraine. Et pour des raisons qui lui sont propres, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est aussi très difficile pour l'Ukraine. Alors, l'Union européenne avait défini à ce moment-là 5 principes, dont
C'était justement à la suite de l'annexion, dont justement la mise en œuvre du processus de Minsk avec la réintégration du Donbass dans l'Ukraine, avec l'organisation d'élections. Et puis, il y avait d'autres critères qui ont été définis et qui, curieusement, ne concernent pas vraiment la Russie. C'est-à-dire, il y a le rapprochement avec les partenaires orientaux, ce qui est très bien, ce qu'on doit faire. Mais là, ce n'est pas une condition vis-à-vis de la Russie. Il y a la lutte, il y a ce qu'on appelle la résilience de l'Union européenne, et c'est la lutte contre la désinformation. Et on sait à quel point les Russes sont passés maîtres dans ce domaine. Et c'est effectivement, sûrement une des plus grandes menaces russes, c'est les cyberattaques, beaucoup plus que des risques d'invasion territoriale auxquels personne ne croit, même si Américains et OTAN ont intérêt à le dire pour augmenter leurs moyens vis-à-vis de la Russie. Donc on est dans une situation de blocage des relations. Le président de la République avait invité Vladimir Poutine à Brégançon, justement pour définir un agenda de paix et de sécurité, pour reprendre un peu cette logique du général de Gaulle que vous aviez évoquée quand il allait en Union soviétique, une visite de la France de toujours dans la Russie de toujours. Et d'ailleurs, la France reconnaît les États et pas les gouvernements, ce qui montre quelle est la logique française dans ses relations avec tel ou tel pays. Donc la Russie reste le grand voisin de l'Union européenne, la relation est incontournable, elle est extrêmement difficile aussi parce qu'on dit toujours en diplomatie qu'il faut être deux pour danser le tango, et que c'est vrai qu'il y a eu un durcissement du régime russe, que les Russes considèrent qu'il y a aujourd'hui un Occident collectif, c'est-à-dire les États-Unis et l'Union européenne. Ils considèrent justement qu'on a un peu abandonné cette politique d'indépendance qui était celle du général de Gaulle. Et le dernier épisode, qui évidemment n'aide pas à renforcer les relations avec la Russie, ça a été la visite du haut représentant pour la politique étrangère, Josep Borrell, qui, arrivé à Moscou, a entendu l'annonce de l'expulsion de 3 diplomates européens, ce qui est un véritable camouflet, ce qui complique les choses, mais ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner l'idée d'une relation avec la Russie. Il faut discuter de tous les sujets, ce n'est pas facile, bien évidemment, mais on n'a pas d'autre solution. Je veux dire, sanctionner, isoler un pays, ne pas lui parler, est une absurdité totale. Alors je voudrais ajouter autre chose. C'est que pendant très longtemps, mais je crois que M. Mongrenier va y revenir, les relations entre Chine et Russie ont été extrêmement méfiantes. Aujourd'hui, les Russes disent qu'elles n'ont jamais été meilleures depuis l'établissement des relations entre les deux pays, depuis Catherine II, Catherine la Grande. C'est effectivement tout dire. Et c'est vrai qu'au cours des 2 dernières années, et quand j'étais là, ça a commencé, c'est pas une alliance, la Chine refuse les alliances, mais c'est un véritable partenariat aujourd'hui dans le domaine militaire, avec des échanges d'expériences dans le domaine de la désinformation et du contrôle de l'Internet, ce qui n'était pas le cas avant. Et je crois aussi, ils font des exercices militaires en commun, ils sont ensemble aux Nations Unies pour rejeter l'ingérence des pays occidentaux. Alors, Monsieur Mongrenier, vous saisissez la balle au bon. Nous en discutions hier soir. La tendance de la Russie a été historiquement, sous les tsars et depuis, de regarder vers l'Est pour étendre son influence vers l'Est. Je pense qu'il y a une carte qui le montre bien ici, et vers le Sud. Et peut-être pourrait-on dire, Madame Berman, que une des conséquences des sanctions a été plutôt d'être profitable à la relation russo-chinoise, et la Chine économiquement a bénéficié beaucoup de ce système de sanctions. Donc plus vers l'Est et plus vers la Chine, Monsieur Mongrenier.
Merci. Oui, écoutez, je suis parti tout simplement de l'intitulé du sujet. L'Union européenne peut-elle construire son avenir sans la Russie? Et il y a cette référence à la fameuse formule de De Gaulle, de l'Atlantique à l'Oural. On sait que la Russie ne peut pas être écartée du projet européen. Donc on a l'impression que la réponse, elle est déjà là finalement. C'est déjà plié, cette affaire. Alors j'avoue que ça me laisse dubitatif. On ne peut certainement pas regarder la Russie comme une sorte de province d'Europe. C'est un ensemble puissant, eurasiatique, une Russie eurasie finalement. Et il me semble qu'il faut prendre au sérieux, considérer, parce que une historienne, son nom m'échappe, ça va être Lorraine Demeaux, a appelé la tentation de l'Orient. C'était sa thèse. Elle a écrit un beau livre là-dessus. Ça permet de mettre les choses en perspective. Alors je traiterai ça en 3 points. D'abord, je vais revenir sur la formule de l'Atlantique à l'Oural, qui tient un peu lieu d'argument d'autorité, pour ensuite, dans un 2e point, insister sur la Russie comme État, puissance eurasiatique, eurasienne. Et mon 3e point, ça sera sur la force, l'étroitesse de la relation entre Pékin et Moscou, qui rend, bien sûr, théoriquement c'est possible, mais qui rend quand même improbable ce que aux États-Unis, les diplomates, les stratèges appellent le Nixon in reverse, une sorte d'inversion finalement de la relation, en gros une forme d'alliance, en tout cas un rapprochement entre la Russie, l'Europe, voire l'Occident en général, contre la Chine. Alors d'abord, mon premier point sur la fameuse formule de l'Atlantique à l'Oural, là je tiens à insister, je pense que vous êtes un certain nombre à le savoir, mais que ça n'est pas une formule gaullienne, gaulliste, c'est Tatitchev, géographe officiel de Pierre le Grand, donc on va dire fin 17e, début 18e, pour simplifier, c'est 1689 pour le règne effectif, le début du règne de Pierre le Grand. C'est Tatitchev qui a forgé cette formule de l'Atlantique à l'Oural. Son idée était de poser la Russie comme empire. Et c'est Pierre le Grand d'ailleurs qui le premier prend le titre d'empereur. Jusqu'alors, ça n'était pas le cas. Tsar, le titre de tsar, il apparaît, ou en tout cas il devient véritablement officiel au XVIe siècle. Et puis à la suite d'un certain nombre de conquêtes, donc qui renvoie à la dimension impériale. Dans Imperator, il y a cette idée de conquête territoriale. Là, il prend le titre d'empereur, ce qui déplaisait d'ailleurs très fortement à Louis XIV, soit dit en passant, et parce que ça revenait aussi à se poser en successeur de l'Empire romain. Et la Russie, donc, entend se poser comme empire, comme je vous disais, à cheval sur plusieurs mondes. Et dans la représentation de Tatitchev, qui ici est la voix de son maître, la Sibérie, tout ce qu'il y a au-delà de l'Oural, est l'équivalent des possessions outre-mer à des grandes monarchies occidentale de la même époque. Alors c'est vrai que c'est avec Pierre le Grand que la Russie se mêle à l'école de l'Occident. Vous aviez parlé tout à l'heure d'Anne de Kiev. À l'époque, on ne peut pas vraiment parler de Russie, c'est la Rousse de Kiev. Ce sont plutôt les spécialistes, les historiens spécialisés dans la question considèrent qu'à l'époque, il vaut mieux parler de Slaves orientaux parce qu'il n'y a pas encore de véritable différenciation entre Russes, Biélorusses, Ukrainiens. Toujours est-il que dans l'intervalle, il y a eu ce choc mongol au XIIIe siècle, extrêmement important, c'est une grande divergence, une grande bifurcation. Georges Sokolov, dans son ouvrage sur la puissance pauvre, insiste là-dessus. Jusqu'alors, il y avait une proximité de ces différentes principautés slaves orientales avec l'Occident médiéval, et puis à partir de là, il y a un retard qui s'accumule. C'est tout le dilemme de la puissance pauvre. Toujours est-il que jusque Pierre le Grand, jusqu'au XVIIe siècle, jusqu'à la conquête d'une frontière sur la Baltique, une fenêtre sur la Baltique, la Russie est absente finalement de l'horizon des grandes monarchies européennes occidentales. C'est la Tartarie, c'est déjà l'Asie. On considère que l'Asie commence au Don à cette époque, en gros. Alors quand Pierre le Grand se met à l'école de l'Occident, c'est dans une logique de puissance. Et il s'agit de forcer les portes de ce que l'on n'appelle pas encore le concert européen. Mais bon, l'expression de concert européen date du Congrès de Vienne, date 1814-1815. Mais ce sur quoi je veux insister, c'est sur le fait qu'il n'y a rien de pacifique dans cette histoire.
cette idée selon laquelle une Russie profondément européenne, par définition, aurait des intérêts convergents avec l'Union européenne et ses États membres. C'est un peu une pétition de principe, hein, puisque finalement, les revendications territoriales de Pierre le Grand, bien sûr, là je fais un chassé-croisé entre le XVIIe et puis le XXIe, mais les revendications territoriales de Pierre le Grand, c'était au détriment d'autres puissances européennes. Donc c'est la Baltique, après c'est la mer Noire, avec au-delà des vues sur la Méditerranée. Vous aviez parlé de Catherine II. Jusqu'à ce coup d'arrêt que vous avez également évoqué à juste titre, c'est la guerre de Crimée, 1853-1856. Alors c'est pas une simple péripétie, par exemple dans l'histoire plus générale des relations entre la France, les grandes nations européennes d'un côté et puis la Russie. C'est un véritable retournement vers l'Est. La Russie ne renonce pas à cette expansion, à son expansion territoriale, mais c'est le point de départ en tout cas d'un ressentiment profond à l'égard de l'Occident. Et puis ce qui est privilégié désormais, c'est le Caucase, c'est le Turkestan, et puis à l'extrême Est, ce qu'on appelle aujourd'hui l'extrême Orient russe, ce que l'on appelait à l'époque la Mandchourie extérieure. Et c'est finalement une sorte d'empire d'Orient qui prend forme, extension, consolidation de la puissance russe. Ça coïncide avec ce que l'on pourrait appeler le siècle d'or de la Russie, sur le plan intellectuel, culturel, etc. Ce siècle d'or, finalement, il est très largement asiatique, alors avec un certain nombre de corrélats dans l'ordre des idées, dans l'ordre des représentations. C'est ce qu'on appelait là des doctrines, là, c'est l'asianisme, ce sont les doctrinaires orientaux du panslavisme, les prototypes de ce que l'on a appelé par la suite l'eurasisme. J'y reviendrai très très vite. Donc voilà pour cette mise en perspective rapide dans un premier point, sur cette fameuse formule dont on voit quand même que finalement elle obture à notre vision de la Russie dans les temps longs. Alors un deuxième point sur cette Russie-Eurasie, à mon sens, c'est une Russie-Eurasie plutôt qu'une Russie profondément européenne. Donc j'ai insisté sur cette histoire longue, sur les dimensions de ce pays également. Et là je reviens sur la prégnance de ce que l'on a appelé le néo-eurasisme. Alors je ne peux pas permettre de développer ce point-là, mais après la guerre froide, pendant l'entre-deux-guerres, c'était développé donc ce qu'on appelait l'eurasisme. Alors dans les migrations blanches d'ailleurs, notamment en Allemagne. Et donc c'était l'idée que la Russie finalement représentait une sorte de synthèse, dépassement de l'Orient et de l'Occident, et avait sa voix propre, son Sonderweg, si vous voulez, à la manière russe. Et cet eurasisme, il s'est renouvelé, ça a donné le néo-eurasisme. Alors on connaît assez bien Alexandre Douguine, mais ce sur quoi je veux insister, c'est que ce néo-eurasisme, c'est pas simplement une idéologie au sens fausse conscience, si vous voulez, c'est une vue du monde, c'est même une vision du monde, parce que c'est très élaboré. À mon sens, ça élabore une bonne partie de ce qu'est la Russie, de ce que sont les Russes, la manière dont ils voient le monde, et à partir de là, de ce qu'ils veulent, de ce qui peut inspirer leur grande stratégie. Et puis, cette pensée, elle est devenue extrêmement présente à partir des années 1990. Vladimir Poutine lui-même, à plusieurs reprises, s'est reporté à un certain nombre d'écrits, a fait de multiples citations. Donc c'est quelque chose de très important à prendre en compte, parce que ça exprime quelque chose de la Russie, y compris son orientation géopolitique actuelle, là sur laquelle je reviendrai, en tout cas à travers la Chine, dans mon troisième point. Alors la formule de Tatitchev, dans cette histoire, elle est dépassée, y compris dans les formules, dans les phrases qui sont employées par les dirigeants russes. On parle plus de l'Atlantique à l'Oural, en gros, en Russie, sauf quand on veut faire plaisir à un Français, puis essayer, entre guillemets, de le retourner. C'était plutôt de Lisbonne à Vladivostok, et ça, dès 2011, vous aviez Vladimir Poutine dans un article allemand, ça devait être la Süddeutsche Zeitung, qui avait donc repris cette idée de Lisbonne, un grand espace de Lisbonne à Vladivostok. Alors c'était plus du tout l'esprit du partenariat Union européenne-Russie qui avait été négocié dans les années 90. Les implications étaient totalement autres, même si je ne peux pas me permettre de les développer ici. Ensuite, nous avons une autre formule, de Lisbonne à Tokyo et Shanghai. On la retrouve notamment chez Karaganov. Alors c'est un monsieur, un intellectuel, un professeur qui écrit dans Russian Foreign Affairs, ou ça doit être à peu près ça le titre. Ça a été repris, me semble-t-il, par Vladimir Poutine. Donc là, on élargit encore l'horizon. Et puis Lavrov est allé encore plus loin, puisque lui, il a dit que c'était de Lisbonne jusqu'à Jakarta. Alors ça peut sembler épiphénoménal, mais à mon sens, ça n'est pas le cas. Leurs projets vont bien
bien au-delà d'un quelconque rattachement de la Russie à l'Union européenne ou d'une coopération approfondie entre la Russie et l'Union européenne. Ce sont d'autres échelles de référence, ce sont d'autres projets. Alors j'en arrive à mon... Je regarde, ne pas me perdre. J'en arrive donc à mon troisième point. Ça sera presque la conclusion pour pas accaparer trop longtemps la parole. C'est sur le partenariat Russie-Chine. Alors, est-ce qu'il doit être vu comme purement circonstanciel, contingent? Nenni. En tout cas, c'est de cette manière que je le vois. Les liens sont profonds, sont forts. C'est quelque chose qui a été initié dans les années 1990. C'est la diplomatie multivectorielle de Primakov. Alors, au départ, il y avait des considérations d'opportunité. Il s'agissait avant tout de contrebalancer le partenariat avec les États-Unis, l'Union européenne, l'Occident en général, pour modifier les termes de l'échange, c'est vrai. Mais assez rapidement, finalement, l'objectif anti-hégémonique, comme on disait dans la langue, comme on dit dans la langue diplomatique russe, le discours anti-hégémonique a pris le dessus et ça a trouvé une traduction très très concrète, constamment renforcée, pas uniquement depuis 2014, depuis la saisie mani militari par la Russie de l'Ukraine et le déclenchement d'une guerre hybride au Donbass, bien avant. Donc il y a d'abord toute une série de traités qui ont permis de régler les problèmes de frontières, c'est-à-dire que les griefs en matière de frontières pour la Russie, ils sont pas à l'Est, ils sont pas avec la Chine. Pendant longtemps, le scénario qu'on agitait chez nous, c'était finalement un remake du Péril jaune et l'idée que la Russie, fondamentalement, partagerait les mêmes intérêts que nous, les mêmes peurs à l'égard de la Chine, que Vladivostok allait être envahi démographiquement par les Chinois. Mais en tout cas, si on reste sur le plan diplomatique et juridique, toute une série de traités a permis de régler ces problèmes de frontières. Un traité d'amitié et de coopération a été signé en 2001. Il a été rehaussé en 2011. Alors, partenariat global, stratégique, c'est extrêmement long. Ça se termine avec traité d'amitié de génération en génération. Donc, beaucoup d'emphase, mais ça n'est pas uniquement de l'emphase. Sur le plan multilatéral, là, il y a l'organisation de coopération de Shanghai. Alors c'est vrai que ça n'est pas une alliance, ça bien sûr, je ne disconviens pas du fait, mais c'est un forum eurasiatique avec un tandem sino-russe qui est effectif à l'intérieur de ce forum, et c'est une sorte d'incubateur de puissance avec la définition d'équilibre de puissance, l'objectif étant de tenir au maximum à l'écart l'Union européenne, l'OTAN, leurs États membres, les États-Unis, etc. Alors ensuite, si on revient sur les relations bilatérales, ces dernières années, les Russes sont allés très loin dans la vente de matériel de pointe qu'ils excluaient. Au départ, je me souviens quand j'en parlais encore il y a quelques années, je disais non, les Russes vendront pas ça parce que ça c'est leur technologie propre, c'est ce qui leur permet de conserver un avantage sur la Chine. Ils ont vendu des S-400, ils ont vendu des Sukhoi 35, ils parlent et ça doit être en cours de coopérer dans les systèmes d'alerte avancés. Donc là, ça va très loin. C'est pour tout ce qui est force de frappe, anti-missiles, etc. Ça suppose une très grande proximité stratégique, ça suppose un niveau de confiance important. Alors après, il y a des manœuvres qui sont allées croissant ces dernières années. Au départ, c'était des manœuvres relativement réduites dans un cadre multilatéral, c'est-à-dire dans le cadre de l'Organisation de coopération de Shanghai. Sur le plan bilatéral, là, c'est monté en importance. Il y a des patrouilles, on a découvert ça avec un incident au-dessus de la Corée en août 2019, de mémoire. Ils organisent des patrouilles de bombardiers communes, sino-russes, au-dessus de la Corée. Et puis, en toile de fond, ce qu'il faut bien prendre en compte, à mon avis, c'est le déplacement des équilibres de pouvoir, de puissance, de richesse vers l'Est. C'est-à-dire que la Russie ne peut plus voir les mêmes choses il y a encore, les choses de la même façon qu'il y a encore 20 ou 30 ans. Il y a le sentiment, d'abord, Pékin et Moscou partagent un ressentiment profond à l'égard de l'Occident. Et ça, c'est un moteur profond dans l'histoire. Il me semble qu'il y a un ouvrage de Marc Ferraud sur le ressentiment dans l'histoire. Et puis, ils ont le sentiment, alors peut-être plus encore, c'est vrai, à Pékin qu'à Moscou, mais que l'Occident, c'est fini. À Pékin comme à Moscou, on lit beaucoup Spengler, on lit beaucoup d'auteurs de ce type, Carl Schmitt également d'ailleurs, et puis le sentiment que l'avenir leur appartient. Et ça, c'est cette représentation de l'avenir, elle est puissante. Alors, je conclus en disant, je reviens quand même sur l'histoire de la coopération en matière de système d'alerte avancé. Poutine l'a annoncé lors
lors de la conférence de Valtaï, ça devait être en octobre 2019, et à cette occasion, il n'a pas hésité à parler d'alliance entre la Russie et la Chine. Là, c'est Vladimir Poutine lui-même. Alors certes, il n'y a pas d'article 5, un traité avec un article 5 comme l'OTAN entre la Russie et la Chine, mais bon, à ma connaissance, il n'y a pas non plus d'article 5 entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite, il n'y a pas non plus d'article 5 entre les États-Unis et Israël, c'est pas pour ça qu'on ne peut pas parler d'alliance. Hein. Si on considère, si on adopte des critères extrêmement discriminatifs, et on considère que finalement la seule alliance c'est l'OTAN, il y a à peu près la moitié, voire plus des alliances dans l'histoire qui devraient être disqualifiées, qui devraient être nommées autrement. C'est pour ça que pour ma part, je n'hésite pas à parler d'une alliance informelle, mais une alliance poussée entre la Russie et la Chine. Alors cette Russie-Eurasie, elle se pose comme une puissance révisionniste, comme un État perturbateur. Je reprends les catégories de l'amiral Castex, et ces revendications, ces griefs, ces revendications, elles sont à l'ouest, à ce qui nous concerne. Et on ne peut pas faire comme si c'était des peccadilles ou c'était uniquement un discours qui était destiné à manipuler l'opinion publique pour organiser le consentement, mais il ne fallait pas prendre ça extrêmement au sérieux. De ce fait, on pourrait dire que la Russie et la Chine pratiquent une sorte de dos à dos, avec un soutien réciproque, alors pas à 100%, certes, mais on constate par exemple qu'à certains moments, il y a des tensions simultanées entre d'un côté le détroit de Taïwan, où la Chine donc y va de plein cœur, et puis de l'autre côté en Ukraine, dans le Donbass. Donc il y a un appui réciproque, ils pratiquent le dos à dos. Nous, si on regarde ça du point de vue européen et même plus largement occidental, en prenant en compte le point de vue américain, la marge de manœuvre me semble faible. En tout cas, il ne faut certainement pas projeter nos idées, nos représentations, moins encore nos attentes, nos expectatives sur la Russie. Il faut faire front, faire corps, puisque c'est le sujet, le thème de cette année, de la Baltique à la mer Noire, de l'Atlantique à la mer de Barents jusqu'à la Méditerranée orientale, tout en observant, c'est vrai, attentivement les relations entre la Russie et la Chine qui pourraient peut-être à l'avenir se détériorer, et ça pourrait créer des fenêtres d'opportunité. Et donc je termine sur ce paradoxe qu'en fait une Russie-Eurasie redéployée vers l'Orient, et puis qui finalement privilégierait ses intérêts en Orient, et donc non pas profondément européenne, serait le scénario le plus optimal d'un point de vue européen, parce qu'à partir de là, là, pour le coup, ça permettrait de dégager peut-être des plateformes de coopération. Mais nous n'en sommes pas là, et c'est certainement pas avec une politique d'apaisement. Enfin, aujourd'hui, on ne dit plus une politique d'apaisement, on parle d'accommoder, une politique d'accommodement. C'est certainement pas avec une politique d'accommodement que nous parviendrons à cet objectif. Voilà, je vous remercie. Merci. Alors, le débat se nourrit de cette opposition assez tranchée entre les deux côtés qui sont ici, entre une conception où la Russie regarde principalement vers l'Ouest et l'Ouest peut regarder vers la Russie, c'est l'Atlantique à l'Oural du général, et puis votre formule, Monsieur Mongrenier, que je reprends, opposée donc à la première, qui est de Lisbonne à Shanghai. Alors, et avec le poids de la Chine que tous les deux vous défendez aussi, c'est-à-dire l'importance relativement beaucoup plus forte dans la relation avec la Russie de la Chine, ne serait-ce qu'en termes économiques. Alors, Monsieur l'ambassadeur Fouché, vous allez être notre arbitre dans ce dialogue qui devient un débat. Bon, c'est d'ailleurs le rôle d'un diplomate souvent d'être arbitre entre des thèses opposées. Alors soyez diplomate jusqu'au bout. La diplomate, c'est Sylvie. Moi, je suis géographe de service. Oui. Au FIG, je n'ai pas le droit d'être autre chose. N'oubliez pas vos autres responsabilités. Essayons d'oublier toutes ces formules, Lisbonne, Vladivostok, Shanghai. Ça ne veut strictement rien dire. C'est pas parce qu'on peut mettre des noms sur une carte que ça a un sens. Sur l'Oural, j'ai eu des nuances. Tatishev n'a jamais parlé de l'Atlantique à l'Oural. Tatishev connaissait même pas l'existence de l'Atlantique. Ce que Tatishev a fait après un stage, un séjour, il était géologue à l'origine, dans les mines suédoises, il a lu la littérature militaire suédoise, et ce sont les Suédois qui ont dit qu'au fond, les limites de l'Europe, c'était l'Oural. Mais c'était des limites quasiment stratégiques. Souvenez-vous, à l'époque, la Suède dominait toute la Baltique avec Charles XII. Et la bataille de Narva a été perdue par Pierre le Grand.
Et Pierre le Grand s'est rattrapé, et là il faudrait qu'on ait là. Oui, on a en effet la carte. La bataille finale de Potlava, 1723, a eu lieu. Potlava, c'est sur le Don, au sud de Voronèje. Vous voyez, ils se sont battus pendant une quinzaine d'années. Charles XII n'est pas rentré chez lui pendant 15 ans. C'était les deux puissances, et là, il y a eu échec de l'empire dominant de l'époque, allié de la France par ailleurs, pendant la guerre de 30 ans. Vous savez très bien que la guerre de 30 ans à Saint-Dié-des-Vosges, ça s'appelle la guerre des Suédois, qui ont beaucoup détruit les catholiques, et meurtri. Mais c'était notre allié contre l'empire des Habsbourg. En prenant, si vous voulez, l'Oural comme limite orientale de la Moscovie, c'est une façon, en quelque sorte, de faire changer la Moscovie, de la faire quitter de l'Asie, mais tout ça, on est dans les représentations, dans les cartes mentales, de la faire quitter, de la sortir de la Tartarie pour la mettre du bon côté souhaité par Pierre le Grand, qui par ailleurs a fait couper la barbe à tous les boyards et a imposé les costumes européens, etc., etc. Bon. Relisez Pierre le Grand, c'est très important Pierre le Grand, d'abord parce que, si ma mémoire est bonne, il y a une statue de Pierre le Grand dans le bureau de Poutine au Kremlin, et que c'est sa référence. Et comme disait De Gaulle, je me répète, parce que j'aurais peut-être dû en parler hier, De Gaulle a un jour essayé d'expliquer à Roosevelt que Pierre le Grand aurait choisi, après une victoire militaire, 1945, les mêmes frontières que Staline. Donc il y a une grande continuité historique, probablement plus que chez nous, il y a une mémoire longue. Je me souviens, quand j'étais en poste à Riga, on avait évidemment une coopération de sécurité avec les services lettons, avec l'idée, en effet, de protéger leur souveraineté, clairement. Il y avait quand même des interférences du grand frère. C'était un peu douloureux de quitter. Et ce chef d'un service de sécurité, fils d'un marin russe, on parlait de ce qui fait querelle permanente entre, dirons, les Européens, y compris les Lettons, les Polonais, et les Russes. Et c'est évidemment l'interprétation de la Seconde Guerre mondiale. Quand on a des cérémonies très sympathiques sur les plages du débarquement, c'est très bien. Mais vu de Moscou, c'est très injuste. C'est comme si c'était les Américains et les Anglais qui avaient fait tout le travail. Vous comprenez? Donc il faut quand même qu'on... Et l'interprétation de l'histoire, c'est un des sujets centraux de débat, enfin de désaccord. Moi, j'ai compris ça au bout d'un certain temps, quand j'étais ambassadeur, parce que j'ai travaillé aussi j'ai organisé des colloques sur les passés douloureux. Comment on s'est débrouillé, nous, mal ou bien avec l'Algérie ou l'Irlande du Nord. Évidemment, Pologne-Ukraine, c'était quand même des relations très compliquées. Donc, l'interprétation de l'histoire, si vous voulez, là, il faut reconnaître autant que possible la réalité des sacrifices des uns et des autres. Et ce fils de marin russe, devenu letton et chargé de la sécurité de la Lettonie, et c'était pas rien, me dit « La Grande Guerre patriotique, c'est la seule chose dont les Russes soient fiers ». J'insiste là-dessus. Moi, ça m'a fait comprendre des choses, évidemment. J'arrivais en français un peu ignorant des choses, même si je savais où j'étais. C'est le premier point. L'Oural. Comme j'ai essayé de le dire hier matin à propos des citations, si on les enlève de leur contexte, on peut interpréter n'importe comment. De Gaulle emploie l'expression une quinzaine de fois dans ses écrits et 2 fois au moins publiquement. Mais pourquoi? Dans quel contexte? Pourquoi est-ce qu'on mobilise une représentation géographique, avec des mots géographiques cartographiables? On a toujours une intention dans un contexte particulier. On n'est pas hors sol. La première fois qu'il emploie ça publiquement, c'est à Strasbourg, pas loin d'ici, en 1959. Et pourquoi est-ce qu'il dit ça à ce moment-là? C'est parce qu'il commence, il est en train de s'occuper des questions algériennes, mais enfin il est en train de redéfinir la politique française. Et comme d'habitude, De Gaulle, il veut sortir de la logique des blocs. Donc quand il utilise cette expression, si vous voulez, il casse. Au fond, c'est une expression de l'Atlantique à l'oral, c'est du transfrontalier, si j'ose dire, pour employer un terme que vous connaissez bien en Lorraine. Il fait du transfrontalier, il dit « je n'accepte plus la division de l'Europe en deux ». C'est ça ce qu'il dit. Et d'ailleurs, dans ses écrits, il dit toujours que ça ne sera pas durable.
Et c'est pour ça qu'il parlait toujours de la Russie et non de l'Union soviétique. De Gaulle ne parlait jamais de l'Union soviétique. Hein. Bon. Donc, dans un premier temps, il dit il faut casser cette logique de bloc. Hein. Ensuite, il reprend l'expression le 26 juin 1966 avec Brejnev, Couve de Merville et Kosygin. Et là, l'intention est différente. Il veut rassurer Moscou du rapprochement qu'il a opéré de manière spectaculaire avec Adenauer. Parce que c'est très inquiétant pour les soviétiques, appelons-les comme ça, sans mépris du tout, de voir la France, qui fut l'allié de Staline. De Gaulle va plusieurs fois discuter avec Staline pendant la guerre. Se rapprocher de l'ennemi vaincu, que De Gaulle réhabilite. C'est insupportable pour la Russie. Donc il va les rassurer en disant, bien entendu, ce que je fais avec Bonn est dans l'intérêt de la paix, et puis rassurez-vous, les conditions que j'ai fixées à Adenauer dans ma raconte à Colombey les deux églises restent valables. Je vous rappelle les conditions, hein. Pas d'armes nucléaires en Allemagne, reconnaissance de la frontière Oder-Neisse, et soutien français à la réunification de l'Allemagne avec beaucoup de patience. Ce sont les trois, il y en a une quatrième, trois conditions posées par De Gaulle à Adenauer pour sceller la réconciliation. Et donc, De Gaulle rassure ses interlocuteurs soviétiques hein, sur cette question en disant « Je me rapproche de l'Allemagne pour toute une série de raisons, avec des conditions, parce que c'est l'intérêt de la paix en Europe, mais je n'oublie pas que vous êtes là. » Et voilà, je me permets d'insister là-dessus parce que vous voyez, il faut faire très attention aux formules toutes faites. Hein, si c'était à refaire, je commencerais par la culture. Jean Monnet n'a jamais dit ça. Hein, mais bon, on aime répéter ça. C'est Hélène Arvelet, recteur de Paris, dans un dîner avec Mitterrand. Bon, mais peu importe. Hein, mais les fausses citations, il faut faire attention. Il faut faire attention aux formules toutes faites, décontextualisées. Hein, et nous sommes quand même dans une période où la décontextualisation fait fleuresse. Donc moi, notre rôle, à nous, c'est de, si vous voulez, quand on fait, Sylvie le sait mieux que moi, hein, quand on correspond avec le ministre, depuis son poste, ça s'appelle la correspondance. C'est un terme que j'aime beaucoup. Il y a une activité littéraire quand on rend compte d'un entretien et qu'on établit des faits, puis ensuite on fait un commentaire. Est-ce qu'il est crédible? Est-ce qu'il faut ajouter foi à ce qu'on nous a dit? Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'il y a une tendance nouvelle? Est-ce qu'il faut recevoir cet individu à Paris ou pas? Vous voyez, on est dans la correspondance. Donc les mots ont un sens. Les mots ont un sens. Surtout en diplomatie. Puisqu'en diplomatie, je vous rappelle ce que c'est que la vie internationale. Hein, pour aller dans le sens de ce que dit Sylvie, il faut savoir parler à des gens qui ont des régimes qui ne nous plaisent pas. Et il faut savoir confronter sur le cyber. Ça, je suis d'accord, c'est la vraie menace. Il faut discuter de ça avec eux. Est-ce qu'on peut faire un troc cyber-sanction? Je ne sais pas. Parce que le risque, c'est qu'ils empochent la fin des sanctions et que nous, on n'est rien du tout. Mais pourquoi pas? Ils viennent de faire un deal avec les États-Unis. Hein. Donc, vous voyez, il faut... Qu'est-ce que c'est que la vie internationale? C'est soit la guerre et le rapport de force, soit une conversation. Hein, c'était un grand ambassadeur français, il était à New York en particulier, à Londres, le négociateur des accords d'Helsinki de 1975, en pleine guerre froide. Hein, Jacques Andéani, qui dans son livre « Le piège, la négociation d'Helsinki », c'est l'homme qui a introduit la troisième corbeille droite d'homme dans les négociations entre l'Ouest et l'Est. Et les Russes étaient tellement demandeurs de cette négociation qu'ils ont accepté la troisième corbeille sans se rendre compte qu'ils faisaient entrer le loup dans la bergerie. Hein, regardez ce qui s'est passé après avec Václav Havel, tous les intellos d'Europe centrale, à juste titre. Et donc, la vie internationale, c'est une conversation permanente. Cette conversation s'appelle la diplomatie. Je cite Jacques Andréani. Et en effet, ce qui s'est passé avec le Covid est tout à fait dramatique pour le métier des diplomates, parce qu'on ne peut pas discuter par visioconférence. On a besoin de se voir, de se tester, j'ai presque envie de dire de se sentir, même si on ne se sent pas. Hein, vous voyez, on a besoin de se voir. Et donc, quels que soient les régimes, surtout quand on est proche de ce grand pays par la taille, et de ce pays de 140 millions d'habitants quand même, qui fait la moitié de son commerce extérieur avec les Européens.
qui nous alimente en gaz avec un... Voilà, etc., etc., même en France. Il ne faut pas cesser d'entretenir une conversation sans chercher forcément à obtenir des résultats tout de suite. Vous savez, quand il y a des désaccords profonds en diplomatie, on cherche à maintenir le canal et à créer un minimum de confiance. Comme dit Jacques Andréani, on triche, mais pas tout le temps, parce qu'il faut comprendre, se faire comprendre et comprendre l'autre. Je ne suis pas en train de vous dessiner une vision irénique, angélique de la diplomatie. Il faut avoir du sang-froid et des oreilles attentives. Mais voyez, donc là, c'est un pays qui est là, qui pose un problème depuis longtemps. En fait, il pose le problème, c'est la question qui a été évoquée tout à l'heure du concert européen. Depuis 1803, quelle place les puissances de l'époque ou d'aujourd'hui en Europe centrale, orientale et en Europe occidentale, je veux dire, peuvent-elles faire à la Russie? Quelle place la Russie veut-elle? Alors, il est clair que, si on regarde la carte, toutes les grandes guerres européennes ont eu lieu, entre autres, soit sur les bassins houillers, de Silésie, de Sarre ou de Lorraine, soit sur l'isthme Baltique-Mer Noire. Qui contrôle l'isthme Baltique-Mer Noire? Et là, en effet, la stratégie américano-polonaise, c'est de transformer l'isthme Baltique-Mer Noire en glacis entre l'OTAN, l'Union européenne et la Russie. Donc c'est la Biélorussie, mais la Biélorussie c'est des mouvements internes, c'est la question de l'Ukraine. C'est la question de l'Ukraine qui ne sera pas tranchée aussi facilement parce que j'imagine mal Moscou accepter que l'hypothèse de Sébastopol devenant un port pour les navires de l'OTAN. Faut quand même être un peu sérieux. Chaque pays a des intérêts. Donc, en effet, il faut trouver les moyens de renouer le dialogue, puisque j'ai compris que dialogue, c'est un mot russe d'origine française, donc c'est un mot que tout le monde comprend, sans traducteur. Il faut renouer le dialogue sur tous les sujets qui fâchent, en y allant doucement. Donc, moi, je plaide pour un processus permanent de discussion. C'est ce qu'on essaye de faire du côté français, dans une tradition, je dirais, néo-gaulienne, importante. Et comme avait dit le président de la République, il faut parler avec les Russes parce que je ne suis pas sûr que l'avenir de la Russie soit de devenir le junior partner de la Chine. Et je ne crois pas à la durabilité de l'affection entre Pékin et Moscou, d'autant plus que je rappelle que sans doute la Russie, comme la Turquie, est un pays eurasiatique. Ce n'est pas un défaut, c'est une réalité géographique et historique, mais il y a moins de 25 millions d'habitants à l'est de l'Oural, moins de 25 millions d'habitants. Ce sont des régions d'émigration. Alors, je ne suis pas dans des scénarios catastrophes, c'est pas ça la question. Mais donc, il faut dialoguer parce que, en fait, c'est un acteur de la scène européenne, sans être membre de l'Union européenne, comme la Turquie est un acteur de la scène européenne, depuis toujours, sans être membre de nos dispositifs. Mais c'est vrai que c'est difficile par rapport aux opinions publiques et aux médias aujourd'hui, qui ont choisi son camp, et donc on ne parle pas à des gens qui ne respectent pas les droits de l'homme, on ne parle pas à des gens qui... etc., etc. Donc si ça continue comme ça, on va fermer les ambassades, on fera des économies, on n'a qu'à fermer les ambassades dans les 130 pays du monde qui ne sont pas des démocraties. Vous comprenez? Voilà. Je situe ça dans un contexte plus large, parce que Dieu sait si on a fait des efforts, et c'est difficile de dialoguer avec eux, mais il faut continuer. On a d'ailleurs une institution de dialogue, puisque un de vos confrères, Pierre Vimon, est chargé du dialogue sur les progrès de la sécurité collective entre la Russie et la France, et donc et par conséquent de l'Europe. Sylvie Berman, vous vouliez revenir sur un point il y a un instant. Oui, je voulais revenir sur la notion d'eurasiatisme. C'est vrai que Poutine l'a défendu, c'est vrai qu'il s'inspire de Dugin, d'autres écrivains, mais en réalité aujourd'hui, il n'y a pas un Russe qui y croit et qui se considère comme un eurasiatique. Quand vous allez à Vladivostok, quand vous allez, et vous pouvez regarder sur la carte, à Khabarovsk, à Sakhaline, qui sont beaucoup plus à l'est que Pékin, les gens sont européens et se définissent comme européens. Il y avait d'ailleurs en Corée une publicité assez amusante, c'est visiter l'Europe à Vladivostok. Donc je pense qu'il y a
c'est un peu illusion sur l'extrême-orient russe. Tout à l'heure, Michel Fouché l'a dit, il y a aussi très peu d'habitants dans cette région du monde. Les Chinois ne s'y intéressent pas vraiment, c'est-à-dire que Poutine essaie de les y attirer. C'est pour ça qu'il y a chaque année un sommet de Vladivostok. Il demande aux Coréens, il demande aux Japonais aussi d'investir dans cette région. Mais les Chinois ne sont pas intéressés, parce que les Chinois sont des commerçants dans l'âme, et ce qui les intéresse, c'est la Russie occidentale. Et donc tous les investissements chinois en Russie sont dans la partie occidentale de la Russie, et principalement évidemment à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Donc je crois qu'il y a tout ce discours, toute cette idéologie, mais qui ne correspond pas à une réalité profonde, parce que les Européens, les Russes se sentent très très européens. Ils sont très frustrés aujourd'hui de l'absence de cette relation. Et effectivement, le choix de la Chine a été fait, mais elle a été faite pour des raisons qui sont stratégiques et effectivement de résistance aux pays occidentaux. Mais je pense que une alternative en fait. Oui, c'est pas complètement une alternative. Ils veulent avoir un petit peu les deux. Mais en tout cas, aux Nations Unies, c'est très clair. Hein. Aujourd'hui, il y a les 5 permanents et vous avez d'un côté les Russes et les Chinois et qui s'opposent à toutes les initiatives. Ils ne sont pas toujours d'accord d'ailleurs, parce que les Chinois n'avaient pas soutenu les Russes sur l'Ukraine et sur la Crimée. C'est une alliance, enfin c'est pas une alliance d'ailleurs, et aussi bien les Russes et les Chinois le disent. Training par exemple, ils disaient à une époque, c'est même pas un partenariat, c'est une simple entente conjoncturelle. Je crois que ça a évolué vers un partenariat, c'est-à-dire au-delà de la simple entente et au cours de ces dernières années. Mais il y a ce discours effectivement de Poutine, il y a l'aigle à 2 têtes, et c'est vrai que c'est une réalité géographique, le fait qu'elle est à cheval sur l'Asie et sur l'Europe, mais l'identité profonde des gens, c'est quand même l'Europe. Aucun ne se revendique comme eurasiatique, même s'il y a cette politique de Poutine. Alors maintenant, il y a un élément nouveau, c'est qu'effectivement, il y a aussi un pivot qui a été fait par les Américains, que les Européens s'intéressent à l'Indo-Pacifique. Effectivement, il y a l'organisation de la coopération de Shanghai, mais je rappelle que les Russes ne sont pas membres des routes de la soie, par exemple, alors qu'il y a plus de 100 pays qui alors que l'Italie en est membre. Alors que l'Italie en est membre. Et je pense que la méfiance entre les peuples reste quand même très forte, même si ce choix a été fait par les dirigeants. Poutine et Xi Jinping se qualifient réciproquement de meilleurs amis, mais parce qu'ils y ont un intérêt stratégique actuel. Alors il y a un autre élément aussi qui est l'Arctique. L'Arctique qui est en train de devenir navigable pour des périodes plus longues. Les Chinois ont compris leur intérêt et ont annoncé la route polaire arctique. Les Russes ne sont pas très contents parce qu'ils considèrent que l'Arctique, ça leur appartient. Mais il n'empêche que ça va devenir une route stratégique et très importante, puisque ça raccourcit d'au moins 15 jours la route entre l'Occident et la Chine. Alors vous rejoignez un petit peu, avant qu'on donne la parole à la salle, vous rejoignez un peu ce que je disais en introduction. Je posais la question que je vous repose maintenant à tous les trois. Est-ce que la politique de Vladimir Poutine a l'économie qui correspond à son ambition ? Je montrais vous venez de parler de la route de l'Arctique, c'est souligné que l'économie russe est très largement une économie d'hydrocarbures. Elle alimente en particulier l'Allemagne avec les fameux débats sur Nord Stream et South Stream, c'est-à-dire les oléoducs qui traversent la mer Baltique au plus court pour alimenter en énergie l'Allemagne, qui a de plus en plus besoin d'ailleurs du gaz russe. D'autres pays aussi, nous avons un peu de gaz russe, une part assez faible dans notre mix énergétique, mais d'autres pays européens sont plus dépendants du gaz russe. Il y a le Turkish Stream aussi qui prendrait appui à la fois sur la Turquie et sur la Grèce. Il faudrait voir l'autre carte pour qu'on puisse se rendre compte de la question. Et donc, est-ce que, là vous voyez, oui voilà, on voit mieux les questions qui se posent par la Baltique au nord ou par la région de la Caspienne et de la mer Noire au sud.
ce qui pose des problèmes politiques très différents. Est-ce que l'économie russe est finalement à la hauteur en termes de compétition mondiale avec l'ambition de Poutine, c'est-à-dire avec vous avez eu raison tout à l'heure, Michel Fouché, de souligner l'énorme retentissement que représentent les 25 millions de morts de la guerre mondiale, et les Russes se réfèrent toujours à ça quand on discute avec eux. Mais est-ce que cette économie est assez forte ? Non, en fait, Poutine est un soviétique. C'est son logiciel, et pour lui, la puissance, c'est les armes. D'où le développement des armes hypersoniques, d'où ce côté très. Il y a une grande part de propagande là-dessus. Et en fait, quand il a annoncé, on parlait des armes du manège, quand il a fait sa grande déclaration au manège à Moscou avec une boule de feu qui visait la Floride, les Russes me disaient après, non mais en fait c'est une offre de dialogue. C'est-à-dire qu'ils veulent se montrer en situation de puissance pour dialoguer avec les États-Unis parce qu'ils savent que sur le plan économique, ils n'en ont pas les moyens. Alors c'est aussi en partie de la faute de Poutine qui ne s'intéresse pas assez à cette dimension-là. Effectivement, il se repose sur les hydrocarbures. Ils ont des scientifiques de très haut niveau, mais ce n'est pas de la science appliquée, malheureusement. C'est la science fondamentale qui débouche rarement sur de l'innovation industrielle. C'est ça leur problème. Alors qu'ils en auraient évidemment les moyens. Sur les réformes économiques structurelles, elles ne sont pas faites parce que ça ne l'intéresse pas. Alors en réalité, sur le plan macroéconomique, la situation va pas si mal parce que dès que le prix du baril est au-delà de $40, ils le mettent dans les réserves. Donc ils ont plus de 3 ans de réserves pour des importations. Mais en revanche, le niveau de vie de la population n'augmente pas, et c'est bien là, effectivement. Mais c'est un pays qui n'est pas endetté, c'est un pays qui a un excédent budgétaire, c'est un pays qui, sur le plan financier et budgétaire, est extrêmement sain grâce à l'économie pétrolière et gazière. Et c'est une force. Mais la taille relative est relativement faible. Monsieur Mongrenier, sur ce point, est-ce que, avant qu'on... Je me permets quand même de revenir très rapidement sur le racisme. Bah oui, quand même, parce que il y a eu des études d'opinion en profondeur qui ont été faites par le centre Leviada. Donc c'est une organisation non gouvernementale qui a une certaine autorité en la matière, qui a été fondée en 2003. Leviada, il est considéré comme l'introducteur ou le réintroducteur de la sociologie en URSS. Et selon ces études d'opinion, il y avait bel et bien une majorité de Russes qui se considéraient comme eurasiens. Bon, donc et qui considéraient, non, oui, bon, après on peut toujours surinterpréter, dire ils ont dit ça, mais ils n'ont pas voulu dire ça, etc. C'est leur inconscient. Bon, mais en tout cas, je signale quand même à ces travaux du centre Levada. Alors sur l'économie, alors c'est vrai que bon, souvent on reste sur la part que représente la Russie dans l'économie mondiale, ça doit faire un peu moins de 2%, et c'est quelque chose d'équivalent à 2,7. Oui, enfin moi j'ai vu un peu moins, mais bon, en tout cas quelque chose d'équivalent à l'Espagne ou à l'Italie. Donc c'est vrai que ce pays a une incapacité à mener des réformes. Je ne pense pas que ça soit simplement une question de désintérêt. C'est parce que les réformes structurelles qui seraient nécessaires pour renouveler cette économie russe, en fait, elles entrent en contradiction avec le système de pouvoir. Le système de pouvoir, c'est ce qu'en sciences politiques on appelle un autoritarisme patrimonial, avec un mélange des genres entre public, privé, le rôle de la corruption, etc. Une économie encore largement bureaucratique, héritée de... Pas uniquement bureaucratique. En quelque sorte, les patrons politiques de la Russie sont les propriétaires, ou se considèrent en tout cas comme les propriétaires de la Russie. Grâce à l'héritage historique. Là, ça serait un peu le vieux système russe. Vous aviez Richard Pipes, un grand historien de la Russie, il y avait des débats sur finalement comment interpréter le soviétisme. Est-ce que le rôle de l'idéologie, est-ce que c'est quelque chose de radicalement nouveau, ou alors est-ce que c'est la perpétuation du vieux système russe? C'était la position de Richard Pipes, et Richard Pipes disait que le vieux système russe, c'est l'autoritarisme patrimonial. Le tsar Nicolas II, un petit peu avant la Première Guerre mondiale, se pliant, si je puis dire, à
une opération de recensement, il devait indiquer son métier et il avait écrit propriétaire de la Russie. Et c'est pas simplement une petite bizarrerie. Alors faire des réformes qui entraîneraient, si vous voulez, un meilleur établissement du droit de propriété, de la liberté d'entreprendre, etc., c'est quelque chose qui vient contredire le système de pouvoir. Alors ces gens de pouvoir, en dernière analyse, s'ils doivent choisir entre une économie libre et dynamique et puis leur maintien, leur perpétuation au pouvoir, bien sûr, ils préfèrent se maintenir au pouvoir. Alors c'est une économie de rente, hein, vous l'avez dit. Cette économie de rente, en fait, Vladimir Poutine et les dirigeants russes semblent vouloir la perpétuer, justement en se redéployant sur l'Arctique. Et l'Arctique, la Russie doit représenter à peu près 53% des côtes de l'Arctique. Ils considèrent que l'Arctique est une zone d'influence et plus de la moitié des populations dans le monde qui vivent dans la zone arctique en fait sont sur le territoire russe. L'Arctique doit représenter à peu près 20% du PIB russe aujourd'hui. Alors il y a la péninsule de Yamal, un certain nombre d'autres grands projets. Donc c'est comme ça qu'il envisage l'avenir, avec l'idée aussi que cet avenir sera de plus en plus déterminé par une véritable faim d'énergie et que la Russie bénéficie d'un certain nombre d'avantages comparatifs sur ce plan. Et en fait, il y a même eu une théorisation de la Russie comme superpuissance énergétique. Dans les années 2000, là, ça devait être Igor Chouvalov, je ne sais pas si vous l'avez rencontré, c'était le conseiller économique de Vladimir Poutine, et c'est lui notamment qui lui a servi de Sherpa pour la préparation du G8 de Saint-Pétersbourg, ça devait être en 2007, qui avait finalement élaboré tout un modèle de recomposition de l'empire, de la puissance russe, fondée sur l'énergie. Et ils ont une vision très, très politique, au sens polémologique du terme, de l'énergie. Alors après, eh bien, il y a aussi l'idée, alors peut-être fantasmagorique, mais que d'une certaine manière, ils pourraient mettre les économies européennes au service de la puissance russe via une nouvelle hoste politique, en quelque sorte, si on la désigne du point de vue de l'Europe ou du point de vue de l'Allemagne. Donc, et puis après, ils ont aussi un autre avantage comparatif, c'est tout ce qui est militaro-industriel. Et quand on regarde les différents partenariats, les accords qui sont signés par la Russie, alors il faudrait s'intéresser de plus en plus à l'Afrique, qui a été négligée. À chaque fois, ça fonctionne sur 3 ou 4 pieds. Il y a les intérêts énergétiques et miniers, il y a une offre de sécurité globale, là on parle beaucoup de la compagnie Wagner. Et puis, du Mali aussi. Pardon ? Intervention au Mali. Oui, donc c'est ça, une offre de sécurité globale, à la fois protection des personnalités, mission de combat, et puis aussi une sorte de kit pour mener des opérations dans le domaine du cyberespace. Donc les contrats énergétiques et miniers, je vous disais, puis après, eh bien, c'est l'exportation d'armes. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. La Russie est le premier exportateur d'armes en Afrique, par exemple. Alors, Michel, je vous propose de conclure là-dessus, avant de donner la parole à la salle, pour qu'on ait 20 minutes avec la salle. Un mot sur l'économie russe. Parce qu'il y a une chose qu'on ignore complètement en France, et qui nous concerne directement, c'est que grâce aux sanctions occidentales dans le domaine agricole, la Russie est aujourd'hui le premier exportateur mondial de blé. Et donc, il va nous prendre nos marchés en Algérie et en Égypte. Et ça, c'est grâce à nos sanctions. Les sanctions, en général, ça rend intelligent. Sauf cette année, à cause des conditions climatiques, mais globalement. Et sur l'Eurasie, je me souviens d'un séminaire de très haut niveau à Séoul sur les fameuses Belt and Road, qu'on appelle à tort les routes de la soie en France, parce que les Chinois ne parlent pas de ça. Une ceinture, une route. Et il y avait un Chinois, un Russe, et puis j'étais là, un Russe de niveau un haut diplomate. Les Chinois expliquaient leur truc. Ça, c'était il y a plusieurs années déjà. Et donc, le diplomate russe, il dit « Oh, mais c'est très, très intéressant, ce projet-là de relation entre la Chine centrale et Duisbourg, l'Europe occidentale. C'est vraiment une bonne idée. D'ailleurs, vous n'êtes pas venu nous en parler. » Et donc, si je comprends bien, je le cite, je l'ai écrit, je le connais par cœur, cette déclaration. Si je comprends bien, qu'est-ce qu'on va faire, nous, là-dedans ? On va regarder passer les trains ? Alors que le chemin de fer, c'est probablement ce qui marche le mieux en Russie depuis toujours. Et qu'ils ont un train à grande vitesse qui renie Vladimir à Moscou. Alors, dans la salle, il y a des micros à votre disposition.
Et qui souhaite poser une question? Oui, bonjour. Monsieur. Je voudrais juste rappeler des petites choses. Par exemple, quand on arrive à Sheremetyevo, à l'aéroport, tout est indiqué en cyrillique et ensuite en caractère chinois, puis en caractère latin. Juste une petite chose, on a parlé de la Corée, on a parlé de l'Arctique et surtout de la Chine, mais pas du Japon. Et j'avais une petite réflexion. Les dernières petites escarmouches, la semaine dernière, dans les îles Kouril, ne pensez-vous pas que ce serait une formidable séduction de la part des Russes de rétrocéder les îles Kouril aux Japonais? Et est-ce que ça pourrait donner un petit avantage à la Russie par rapport aux alliés des États-Unis, les Japonais? Sylvie Berman? Oui, c'est à l'époque où j'étais encore en Russie jusqu'à fin 2019, Abe venait au moins tous les 6 mois, si ce n'est plus souvent, en Russie, en espérant obtenir quelque chose sur les Kourils. Et il ne l'a jamais obtenu. Et ce qu'on disait à l'époque, la difficulté, alors qu'il y avait eu un règlement des questions territoriales entre la Russie et la Chine, la difficulté après l'annexion de la Crimée, c'est qu'il paraissait impossible à Poutine de restituer des territoires. Et donc, effectivement, il aurait pu trouver un accommodement avec Abe qui le recherchait. Et les Russes ont besoin des investissements du Japon dans l'Extrême-Orient, mais ils n'étaient pas prêts à faire cet effort. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des pays, ça vaut beaucoup pour les pays autoritaires, mais ça vaut pour les autres aussi, c'est qu'ils ne prennent pas toujours les décisions qui seraient dans leur intérêt. Autre question? Merci. Donc là, c'est une question... Simplement que parmi les sanctions... Parlez dans votre micro, s'il vous plaît. Rappelez simplement... Ah, il y a 2 personnes. Attendez, c'est une personne qui est au balcon et ensuite je vous donne la parole. Oui. Rappelez que parmi les sanctions prises contre la Russie, il y a eu cette affaire des navires de guerre que la France devait vendre à la Russie. Je crois me souvenir que c'était des porte-hélicoptères. Décidément, avec les navires, la France n'a guère de chance. Pour les sous-marins, on vient de se faire piquer le contrat par les États-Unis. Et pour ces porte-hélicoptères qu'on devait vendre à la Russie, pour faire plaisir à nos alliés, on s'est abstenu de leur vendre. Vraiment, on ne se débrouille pas très bien. On les a revendus à l'Égypte. Oui, mais enfin, on ne se débrouille pas très bien. Alors c'était plus une affirmation, une constatation qu'une question. Oui, mais enfin, c'est fâcheux. Merci. Alors, monsieur, vous aviez levé la main, puis ensuite madame. Ouais, c'est une question, en fin de compte, un petit peu générale, puisqu'on parle de l'Europe. Comment vous... Est-ce que je demande à la technique de rétablir les cartes, s'il vous plaît? Voilà, comment vous voyez, en fin de compte, qu'est-ce qu'il faudrait faire au niveau de l'Europe pour que ces dialogues avancent? Parce qu'on a beaucoup parlé de l'Europe, mais vous nous dites aussi que les positionnements sont tellement différents qu'on ne peut rien faire. Donc on ne peut rien faire ou on peut faire quelque chose? Alors, quelles sont les perspectives de développement, Sylvie Berman, de ce dialogue qu'on appelle dialogue sur l'architecture européenne de sécurité et de confiance entre la France et la Russie? C'est le président Macron qui l'a initié en 2019. Qui reprend le terme d'ardente obligation pour la France de discuter. Ce sont les consultations sur des dossiers politiques comme le Moyen-Orient et l'Afrique, sur des dossiers techniques comme le spatial, avec lequel on a déjà une coopération très forte, sur l'Arctique, on en a parlé, et aussi le volet économique. Alors il faut en parler parce que c'est à la mode, et puis dans le vocabulaire du président de la République, c'est très fréquent, le Trianon Startups. Donc c'est l'idée d'un volet économique sur les startups, les entreprises petites, très innovantes que l'on pourrait développer. Les Russes sont d'ailleurs à Skolkovo, près de Moscou, une région que l'on voudrait comparable à la Silicon Valley, en un peu plus petit pour l'instant, et que Poutine veut développer pour pousser la technologie russe forte scientifiquement, un peu moins forte dans l'innovation, c'est-à-dire dans la déclinaison industrielle et pratique de l'innovation. Alors, qu'est-ce qu'il faut attendre pour être positif? C'était votre question. Qu'est-ce qu'on peut faire de concret pour développer des relations?
Mais je crois que Michel Fouché le disait tout à l'heure, c'est la diplomatie. Le paradoxe, c'est qu'on avait de meilleures relations avec l'Union soviétique qu'on en a avec la Russie. C'était pas un ami, c'était un adversaire. Simplement, il y avait des relations qui étaient pragmatiques. Il y avait une coopération là où elle est possible. Elle doit être possible dans le domaine du climat. Biden aussi a considéré qu'elle était possible dans le domaine de la cybersécurité en posant des conditions. Elle est possible pour ce qui concerne, mais ça c'est pas l'Europe, c'est plutôt les États-Unis, la limitation des armes nucléaires. Mais en tout cas, c'est pas une récompense de discuter avec une grande puissance, c'est un canal de négociation, de relations qui est absolument indispensable. Et là, je suis d'accord, le Covid, c'est l'anti-diplomatie absolue. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que ça va être facile, ça reste très difficile, et les Russes ne font pas beaucoup d'efforts non plus, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer d'obtenir des deals. Et encore une fois, moi, j'ai été frappée par Biden, parce que on dit c'est pas la logique de Kissinger à l'envers, mais c'est un petit peu ce qu'a fait Biden quand même, parce qu'il est monomaniaque sur la Chine, c'est sa priorité absolue, donc il a voulu retirer un petit peu de la tension qu'il y avait avec la relation avec la Russie. Ça ne veut pas dire qu'elle ne sera pas bonne, mais c'est vrai qu'il y a des lignes rouges à fixer, en tout cas sur ces questions de cybersécurité. Et puis après, ça appartient aussi à la Russie. Si la Russie n'est pas prête au dialogue, on n'aura pas de dialogue. Et pour le moment, encore une fois, c'est pour ça que je citais cet épisode de l'expulsion de diplomates européens alors qu'il n'y avait pas eu de visite d'un haut fonctionnaire européen depuis longtemps. C'est une erreur majeure et c'est un camouflet. Donc ça va être... Je ne dis pas que c'est facile, mais je suis d'accord avec Michel Fouché. De toute façon, il faut continuer. On l'a bien fait avec des régimes qui étaient des régimes hostiles. C'est en fait la coexistence entre des systèmes différents. Mais je trouve qu'on a trop tendance en Occident à parler entre nous, à parler avec ce qu'on appelle des affinitaires, ce qui est la traduction du like-minded. On trouve des accords entre nous, on est content, on pense que la solution est trouvée. Mais ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs, ce que fait Poutine dans ses relations avec la Turquie, qui n'est pas un ami de la Russie, l'Iran n'est pas un ami de la Russie non plus, ils sont en confrontation sur beaucoup de terrains d'intervention, mais ils trouvent quand même des accords pragmatiques. Donc arrêtons de ne parler qu'entre nous et parlons aussi avec nos adversaires si on veut trouver des solutions. Le dialogue de Trianon, c'était un dialogue entre les sociétés civiles, ce qui était effectivement une très bonne idée, ce qui fait partie des principes de l'Union européenne aujourd'hui. Mais c'est vrai aujourd'hui qu'avec la pandémie, c'est en panne. Une question par ici, je crois. Madame, oui. On va vous passer un micro. Pendant ce temps-là, une autre personne se prépare et on va lui apporter le micro. Il suffit de lever la main. À quel endroit? Merci. L'alliance avec la Chine est promue par Moscou finalement comme une réponse à une certaine déception sans doute par rapport à la politique menée par les Occidentaux dans les années 90, notamment les promesses faites de non-extension de l'OTAN, etc. Mais comme un État n'a que des intérêts permanents et pas des amis permanents, est-ce que l'alliance avec la Chine, qui peut être dangereuse avec la Russie, à terme, elle peut quand même se faire avaler par cette immense puissance chinoise, est-ce que ça ne pourrait pas pousser le pays à essayer de jouer un rôle d'alternance entre, une alliance plutôt eurasiatique avec la Chine, ou au contraire, quand ça devient dangereux, se retourner plutôt vers l'Europe? Et dans ce cas-là, comment négocier sur des lignes quand même durables et longues avec un partenaire qui risquerait éventuellement de jouer comme ça, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, en fonction de ses intérêts, évidemment chaque État défendant ses intérêts? Qui veut répondre? Monsieur Grenier. Oui.
Bon, d'abord sur les intérêts permanents, les intérêts, oui, mais alors le problème c'est que la notion d'intérêt c'est tellement dilaté qu'à la fin on ne sait plus trop ce que ça signifie. C'est mobile, c'est devenu synonyme de mobile, de motif, et donc on risque de faire une tautologie finalement quand on dit que chaque politique, avec chaque pays mène la politique de ses intérêts. Donc la question c'est de savoir comment ils identifient ces intérêts, comment ils les définissent, comment ils les voient, et puis bon, c'est sur des temps moyens et longs, on voit quand même, on peut pas dire que la France a les mêmes intérêts extérieurs qu'à l'époque capétienne. Alors, je reviendrai pas sur les promesses des années 90, il n'y a pas eu de promesses de ce type, parce que ça soit que la propagande russe insiste là-dessus, et puis martèle la chose, bon d'accord, on le comprend bien, c'est le jeu, mais bon, ça renvoie pas à quelque chose de factuel. Là, il faudrait revenir sur la négociation qui avait suivi la chute du mur de Berlin, etc. Et il n'était même pas question d'un élargissement de l'OTAN aux pays d'Europe centrale et orientale, tout simplement parce qu'à l'époque, le pacte de Varsovie, il existait encore, la révolution de velours, elle n'avait pas encore produit tous ses effets, c'est-à-dire l'effet domino, là, la chute des régimes communistes, donc il n'en avait même pas été question. La situation, elle a été profondément renouvelée après justement la fin du pacte de Varsovie, surtout la dislocation de l'URSS. Les Occidentaux et les États-Unis, pour centrer la question sur les États-Unis, étaient extrêmement hésitants sur cette affaire, et l'administration Bush-père d'abord, et puis ensuite l'administration Clinton a été plutôt hostile. Là, il menait une politique de Russia First, et c'est avec les guerres en Yougoslavie, avec l'idée du point de vue occidental que finalement la Russie s'était pas montrée coopérative pour essayer de ramener Milosevic à la raison, que à l'issue de tout cela, c'est imposé l'idée qu'il devait y avoir élargissement de l'OTAN en Europe centrale et orientale, parce que sinon il y aurait un vide de sécurité, un vide de pouvoir, et ça serait extrêmement dangereux. Alors après, sur ce jeu de balancier, il peut y avoir effectivement des mouvements tactiques comme ça à court terme, mais fondamentalement la politique internationale, c'est quand même pas un jeu de chaises musicales ou une partie de petits dada, et puis de partie en partie on change de couleur, on change de camp. Il y a un mouvement profond à mon sens qui pousse la Russie vers la Chine. Je crois que la Russie est un sujet autonome de la politique mondiale. C'est pas uniquement Poutine n'est pas simplement un homme effet, c'est pas simplement un sujet réactif, et c'est pas simplement la conséquence des rapports avec l'Occident. À mon sens, il y a des facteurs profonds avec le déplacement des centres de gravité vers l'Asie, vers l'Orient, qui font que de toute façon la Russie doit et s'intéressera de plus en plus à toutes ces affaires dans le Pacifique, dans l'Asie. Alors ensuite, bon, c'est un peu le thème du Nixon in reverse, sur lequel on revient. Est-il possible là de complètement modifier la chose? Moi, je n'y crois pas. Je vois pas la chose. C'est pas du tout la même situation, si vous voulez, qu'au début des années 70. Vladimir Poutine ne voit pas les choses de cette façon, n'est pas en position de demande. Ses griefs, y compris territoriaux, ils sont à l'ouest, ils sont pas à l'est. Et il a le sentiment d'être dans le sens de l'histoire, en quelque sorte. Il est quelque part entre marivaudage géopolitique, dans le sillage de la Chine, et puis, de surcroît, l'idée que c'est un nouvel horizon. On entre dans un monde post-occidental, et il n'est plus question de se positionner, de se déterminer uniquement à partir de l'Occident. Alors, en revanche, ce qui est vrai, c'est qu'il n'y a rien d'éternel. La montée en puissance de la Chine, avec un écart, un gap, comme diraient les Américains, qui devient phénoménal entre la Russie et la Chine, ça pourrait être source de désagréments futurs. Et c'est ça qu'il faut essayer d'observer avec beaucoup d'attention. Peut-être y aurait-il possible de mettre que quelques incitations, mais c'est certainement pas en se montrant laxiste sur les frontières orientales de l'Europe, parce que là, au contraire, ça conforterait Poutine dans l'idée que là, il y a des marges de progression, on pourrait aller plus loin, pourquoi pas. Donc, bon, on doit essayer de concevoir une grande stratégie qui prenne ça en compte, qui cherche à dissocier finalement les désaccords géopolitiques, stratégiques, géopolitiques entre la Russie et l'Europe, l'Occident, sur les frontières orientales de l'Europe, d'une part, et puis les affaires asiatiques. Peut-être que l'on aurait justement intérêt à revoir le régime des sanctions, à essayer de soutenir, encourager le Japon, la Corée du Sud, à investir plus en Sibérie orientale, dans l'Extrême-Orient, etc., voire en Asie centrale, pour venir rivaliser avec la Chine. Bon, il y a différentes choses qui sont à penser, à concevoir. Mais
mais ça relève véritablement de la patience stratégique. C'est pas un simple jeu comme ça, je change de parti, je change de couleur d'une phase à une autre. Le mot patience a été cité par tous nos orateurs. Dernière question brève, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Très brève. Y a-t-il 110 millions d'habitants en Russie ou 140 millions? Alors, on sait que la population décroît. 140 millions est probablement le chiffre officiel. C'est une question simple, mais qui a beaucoup d'importance, je pense, disons à long terme, dans la mesure où il y a déjà eu une mini-guerre, il n'y a pas très longtemps, sur les frontières entre la Chine et la Russie. Et je dirais bêtement, la nature ayant horreur du vide, s'il n'y a plus de Russes, la Chine aura peut-être envie d'accaparer une partie de la Sibérie. Alors, c'est en guise de conclusion la démographie, qui en effet est un grand problème, non pas simplement de la Russie, mais aussi de quelques pays européens, dont le vieillissement est patent. Et pas autant d'ailleurs qu'au Japon, qui est la plus vieille nation du monde, par la moyenne d'âge. Pardon. Non, c'est effectivement, la démographie, c'est un gros problème parce que il y a des pertes considérables. Il y a aussi chaque année des fuites de cerveau. Beaucoup de Russes qui quittent la Russie pour aller à Londres, pour aller dans la Silicon Valley. Et d'ailleurs, si vous vous souvenez bien, Google a été aussi créé par un ingénieur russe. Donc c'est un des gros problèmes de la Russie. Le chiffre officiel actuellement c'est 145 millions, mais effectivement on peut pas être sûr des chiffres officiels. Maintenant, sur l'occupation de la Chine, c'est effectivement des choses que j'ai lues, que j'ai entendues avant d'y aller. C'est plus du tout la perception aujourd'hui. D'abord parce que les Chinois n'ont aucune envie d'aller vivre en Extrême-Orient. D'ailleurs, l'ambassadeur de Chine en Russie me disait, mais nous, si on déménage et si on quitte la Mandchourie, c'est pour aller dans le sud ou à Hainan, certainement pas pour aller dans une région plus froide et encore plus difficile. Et d'ailleurs, encore une fois, ce que je disais, c'est que pour le moment, ils veulent même pas ou à peine investir dans cette région-là. Donc, il y a... Alors, c'est un peu différent dans ce qu'on appelle la véritable Sibérie, c'est-à-dire autour du lac Baïkal, parce qu'ils sont intéressés par les bois à cause de la déforestation en Chine. Et d'ailleurs, c'est probablement une des zones où les Chinois sont le moins appréciés. Donc, il y a, encore une fois, moi c'est pour ça que je parle de partenariat plus que d'alliance, mais elle est au niveau, et c'est le choix des autorités de part et d'autre, mais au niveau de la population, on ne retrouve pas cette amitié, cette confiance ou cette alliance, et c'est plus visible dans cette région. Mais encore une fois, d'invasion, d'occupation par la Chine, je pense que ça a été un fantasme, effectivement, il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, à cause de la disparité de population, mais je ne pense pas que ça arrivera. Il nous reste à vous remercier par vos applaudissements, à remercier nos trois orateurs. Et plutôt particulièrement Michel, qui a bien réussi, qui a bien voulu au dernier moment être présent. On vous souhaite à tous un très bon appétit et une bonne continuation du FIG.